Une mère, c'est animal. Et une mère humaine est très proche d'une mère des autres catégories mammifères. Et de ce côté-là, on apprend énormément de l'observation éthologique. Il y a quelque chose d'éternel entre la mère et le rejeton. C'est un lien qui a d'énormes difficultés à se distendre, à se défaire, à se dissoudre. Et il y a également quelque chose de similaire entre toutes les mères, c'est une communication qui se passe pratiquement de mots. C'est-à-dire que pour ce qu'il en est de la mère humaine, moi j'ai écrit que sa gestuelle, c'est son inconscient mis en acte. Et le bébé, il le perçoit de façon considérable. Lorsque j'étais jeune pédiatre, et c'était une époque encore où les enfants étaient très malades et où je m'en allais en ne sachant pas quelle catastrophe j'allais diagnostiquer, eh bien, les mères avaient comme fantasme que leur enfant fût en bonne santé et qu'il survive, et qu'il n'ait pas de maladie. C'était leur préoccupation principale. Pour le reste, c'était extrêmement secondaire, n'est-ce pas? Et à cette époque-là, si vous voulez, la maternité était la conjonction, très souvent, d'un désir inconscient et d'une volonté qui n'était pas toujours là. C'est-à-dire que l'enfant surprise, cet enfant qu'on disait non désiré alors qu'il était simplement non voulu, mais doublement désiré pour avoir en quelque sorte contrevenu à ce que la volonté lui a indiqué, eh bien, ces mères-là étaient avec leurs enfants dans une relation qui était une relation telle qu'en définitive, on pourrait dire que l'enfant était le sous-produit de leur activité sexuelle. Parce que, précisément, il s'imposait quelque part. Il s'imposait et il n'y avait pas il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas de possibilité. L'interruption de grossesse était un danger considérable, mettait la vie en danger, etc. Était aussi illégale. Et puis, on a vu cette chose évoluer avec l'évolution économique de la société. C'était une période dans laquelle on était dans une société de pénurie, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on se contentait de ce qu'on avait et on essayait d'avoir le plus possible de ce tout impossible à avoir. Il y avait quelque chose qui faisait une sorte de régulation dans ce lien. C'est-à-dire que, bon, les mères de ma toute jeune expérience de pédiatre étaient bien moins possessives qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais elles étaient tout aussi surprotectrices. Mais ça, c'est une caractéristique universelle et intemporelle, c'est-à-dire que la mère a cette faculté de tisser autour de son enfant un utérus virtuel extensible à l'infini qui dure toute la vie. Hein, et on peut très bien savoir ce qu'il en est. Je veux dire que j'ai rencontré un monsieur fort célèbre qui a une mère fort célèbre, sauf que lui déjà est septuagénaire et sa mère est centenaire. Et il me dit le bonheur qu'il a d'habiter sur le même palier. Il me dit tous les jours à 1h moins 5, elle m'appelle, elle me dit le repas est prêt. Bon. Là, on a quelque chose de tellement beau, tellement... C'est aussi lui, il est ravi. Il est ravi parce que ça fait partie, si vous voulez, de ce qui lui donne sens à ça. Mais elle est probablement, elle, ravie d'avoir à sa disposition quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi extraordinaire, etc. Et on est là dans quelque chose que vous appellerez avec votre langage ce que vous voudrez, hein, le phallus, etc. Ou j'en sais rien, mais peu importe. Il y a là quelque chose de tout à fait fort et qui, dans cette position que je décris, qui est très schématique, donne à peu près la coloration de ce qui se passe entre mère et enfant. Je dis simplement ceci, c'est qu'à partir du moment où l'IVG a été autorisée, on s'aperçoit à ce moment-là que l'enfant change de statut. Il n'est plus du tout le sous-produit d'activité sexuelle, il est le pur produit. Puisque de toutes les façons, la volonté a la capacité d'interrompre une grossesse que le désir a déclenchée. Et on se trouve devant quelque chose qui est tout à fait patent et toujours vérifiable, à savoir que aujourd'hui, pour 800 000 naissances, nous avons quand même 200 000 IVG.
C'est-à-dire que l'inconscient, enfin je veux dire tout ce qui est précisément le contraire de ce qui est volonté consciente, intervient tout le temps et vient déclencher des grossesses qui ne sont pas toujours souhaitées. À partir du moment où précisément la volonté a la capacité de censurer le désir, cet enfant-là va devenir donc un pur produit et il va être pensé par la mère comme un produit. C'est-à-dire que il va être littéralement presque astreint à devoir n'avoir aucun défaut. C'est-à-dire que ça va être l'enfant, on voudra qu'il fût parfait. Il faudra qu'il ait un destin, non seulement il faudra qu'il ait tout, mais qu'il faudra qu'il soit performant, il faudra qu'il soit le mieux possible, etc., etc.